Bonjour à vous, bienvenue à un autre tutoriel avec Sonny Amadeus. Aujourd'hui, nous allons discuter du protocole de transfert de fichiers, le FTP, le File Transfer Protocol, avec FileZilla Server. Tout d'abord, avant tout, ce que vous devez savoir du protocole de transfert. Le protocole de transfert FTP qui appartient à la couche application du modèle OSI et du modèle ARPA utilise une connexion TCP par convention. Deux ports sont attribués, while no port. Les connexions FTP, le port 21 pour les commandes et le port 20 pour les données. Pour le port FTP-S, qui est le port sécurisé, dit implicite, le port conventionnel est le 990. De plus, comme vous voyez, le port 20 qui conserve toute transmission de données, le port 21 pour toute transmission des commandes et le port 990 Secure Protocol de transfert. Ce que vous devez savoir de plus, c'est que le protocole FTP a deux modes, le mode actif et le mode passif. La différence entre les deux modes, c'est que le mode actif, c'est que c'est le client qui décide sur quel port il souhaite recevoir les données de transmission en provenance du serveur. Contrairement au mode passif, que là, c'est le serveur qui va déterminer sur quel port il souhaite recevoir les données de transmission. Donc, dans les deux cas, le client en mode actif prendra le port qu'il souhaite pour communiquer au serveur FTP, mais sur son port 21. Le serveur, lui, répondra toujours au client à partir de son port 20, mais à partir du mode actif, il va dire que le client a décidé de recevoir les communications sur tel port. Donc, il va retourner l'information à partir du port 20 au bon port au client. Contrairement au mode passif, que là, oui, on communiquera toujours les commandes sur le port 21 plutôt, avec le port d'envoi que le client souhaite. Mais par contre, pour la transmission des données vers le serveur vous déterminera sur quel port, lui, il souhaite recevoir les transmissions. Donc, les deux vont devoir être sur le même port de transmission des données. Maintenant, la première partie est de télécharger FileZilla Server. Donc, allez sur le site ici présent, le https filezilla-projet.org, download.php, point d'interrogation, type égale serveur. Une fois rendu sur le site, téléchargez FileZilla Server. Une fois que vous l'avez téléchargé, exécuté, donc comme vous le savez toujours, la première étape, c'est l'accord de licence. Donc, vous n'avez pas le choix, acceptez l'accord de licence. Prenez le temps de le lire et de prendre un bon café. Par la suite, les choix des composants. Donc, plusieurs composants sont à vous. Dans mon cas, moi, j'ai pris le composant standard. Vous avez aussi le composant full package qui vous donnera tout l'éventail des sources, du source code. Par contre, moi, j'ai pris le modèle standard, donc uniquement l'installation des services FileZilla Server, l'installation de l'interface administration, de certains icônes dans mes shortcuts de mon start menu et sur un icône sur mon desktop. Ensuite, vous devez sélectionner votre répertoire, le répertoire à laquelle vous souhaitez sauvegarder votre serveur. Comme vous pouvez le voir pour le moment, le tout va être sauvegardé dans mon C, Program File, FileZilla Server. Maintenant, il est temps de déterminer vos paramétrages de démarrage. Les paramétrages de démarrage, c'est qu'il y a trois modes possibles. Utilisez toujours le mode recommandé. Le mode recommandé est installé en tant que service, lancé au démarrage de Windows. Donc, au démarrage de Windows,
tous les services qui reposent sur votre ordinateur sont toujours appelés à démarrer sur votre ordinateur en background. Donc, sans besoin de vous soucier, votre serveur va toujours démarrer en background. Donc, peu importe si une panne d'électricité surgit lors du redémarrage de l'ordinateur, votre serveur sera dans la liste des premiers à être redémarrés. Le deuxième choix est installé en tant que service, mais démarré manuellement. Cela signifie que c'est vous qui allez devoir démarrer manuellement le serveur à chaque fois. Donc, si vous vous trouvez à l'extérieur de votre réseau et avez besoin de récupérer un document se trouvant sur votre serveur, il ne vous sera pas possible car votre service ne se démarre que manuellement. Donc, il va falloir vous trouver un moyen, soit en RPD ou toute autre façon d'appeler quelqu'un, d'aller sur votre ordinateur et démarrer votre serveur pour vous. La troisième façon, c'est de ne pas installer en tant que service, démarrer le serveur automatiquement. Celui-ci n'est vraiment pas recommandé. Maintenant, le choix du démarrage. Donc, on prend toujours le choix par défaut de démarrer l'interface complète, Start if user log on, Apply pour tous les utilisateurs. Maintenant, voilà à quoi ressemble votre serveur une fois installé. À partir de ce moment-là, oui, vous avez un serveur 100% fonctionnel. Vous pouvez, à partir de n'importe quel ordinateur se trouvant à l'intérieur de votre réseau, vous connecter avec l'URL localhost et lui donner aucun nom d'utilisateur ni de password parce que nous ne les avons pas encore configurés, ce qui n'est pas très sécuritaire, mais il se trouve uniquement à l'intérieur. Donc, de l'externe, personne ne peut y accéder. Je vais vous expliquer maintenant comment faire de l'externe pour pouvoir y accéder de n'importe où. La première étape pour cela, c'est la création de votre certificat. On va tout simplement se créer un certificat 509 OpenSSL. Pour le faire, je vous invite à aller sur le site SL proweb.com product win 32 openssl.html. Allez sur le site, téléchargez le Win32 OpenSSL la version 1, l'exécutable. Par la suite, une fois que vous l'avez téléchargé, comme vous le savez toujours, on accepte les accords de licence, on prend le temps de le lire, accompagné d'un bon café. Dans cette fois-ci, nous allons maintenant sélectionner le répertoire que nous souhaitons déposer nos fichiers de SSL. Donc, prenez le temps de sélectionner un fichier où vous allez le déposer, car nous allons devoir y retourner plus tard, faire quelques commandes en invite de commande. Donc, dans le cas de l'installation, nous allons prendre uniquement le mode binaire pour avoir uniquement le répertoire bin avec les dossiers importants qui vont nous permettre de passer en invite de commande et de créer nos fichiers, nos certificats. Et maintenant, on lance l'installation. Une fois que l'installation est terminée, je vous invite à ouvrir votre invite de commande en mode administrateur, bouton droit de la souris, exécuter en tant qu'administrateur. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'il était important de se trouver un bon répertoire pour déposer vos fichiers OpenSSL. Car à partir de ce moment-ci, lorsque vous ouvrez l'invite de commande, je vous invite à vous positionner automatiquement au répertoire où se trouve le document OpenSSL-Win64/bin. Donc, voici le chemin où ce que je l'avais mis. Je me suis positionné à ce répertoire. Je tape la commande OpenSSL. Donc, le système sait que je veux exécuter des commandes OpenSSL.
La commande que je vais tout simplement commencer par lui donner, c'est pour la création de vos clés privées et publiques. Donc, la première commande, il s'agit d'une commande de création. Le REC qui représente une requête de création de certificat. Le 509, il se définit que c'est un certificat de type X509 que l'on souhaite créer. Le days représente le nombre de jours que notre certificat sera valide. Dans ce cas-ci présent, je dis que mon certificat, je veux qu'il soit valide pour une durée de vie de 365 jours, qui définit un an. Par la suite, j'ai dit new key, qui signifie que c'est une nouvelle clé que je génère en mode RSA sécurisé, bien sûr, sur une valeur de 2048 bits. Par la suite, je vais lui donner mon keyout, ou qui est le nom où sera sauvegardé mon fichier. Dans mon cas, à moi, je veux que ma clé privée soit sauvegardée sous le nom Sage Amadeus-PrivateKey-PEM. Et de plus, mon certificat, lors de la sortie de mon certificat, je veux que lui soit créé sous le nom suivant, privatesurf.pem. La deuxième étape est la création de la clé privée signée. On signe chacun de nos documents. Pour le faire, donc, nous allons toujours dans les pédales de commande, à la suite, faire un PKCS12 export -in Sage Amadeus, le nom de votre certificat que vous avez donné en premier lieu. Par la suite, InKey, le nom de votre clé, et output, le nom que vous souhaitez lui donner, .pfx. Dans ce cas-ci présent, l'interface va vous demander plusieurs questions lors de la création de vos certificats. Vous allez devoir, créer un mot de passe. Il va vous demander de créer un mot de passe. Il va vous demander c'est quoi le country name. Dans le cas où est-ce que vous êtes situé, dans mon cas, moi je suis au Canada, donc je donnais un country name de 2 lettres, CA. Pour ma province, je lui ai dit que ça va être Québec, QC. Il m'a demandé ma ville, je lui ai dit que j'étais à Montréal. Il m'a demandé l'organisation pour laquelle le certificat est créé. Dans ce cas-ci, je lui ai dit qu'il s'agit de Sage Amadeus. Par la suite, quelle est mon organization unit? Dans ce cas de figure, nous parlons bien sûr de tutorial IP. Et quelle est l'adresse de mon serveur? Donc, je lui ai donné l'URL de mon serveur. Et par la suite, l'email en question du tech support qui est bien sûr moi. Et en troisième étape, la création de la clé publique qui est la vérification de votre signature. Donc, la commande à rentrer, c'est le PKCS12 espace -in, le nom du fichier PFX, espace -cl cert, espace -noki out, le nom de votre certificat public. Une fois que le tout est fait, vous allez voir que vous allez avoir certains fichiers qui vont être créés à la racine du fichier bin. C'est pour ça qu'il est très important de savoir où vous sauvegardez, enregistrer vos documents, parce que vous êtes appelé à y revenir pour aller chercher des documents qui auront été créés pour vous, que vous allez déposer dans un autre répertoire pour FileZilla concernant les certificats qu'il va vous demander. Vous voyez ici les différents fichiers de certificats qui m'ont été créés. Mon fichier PFX, mon certificat que le système a créé et les différents que moi j'ai créés de ma clé privée et de mon certificat. Maintenant, l'interface utilisateur de FileZilla. Il y a environ 1, 2, 3, 4, 5 boutons primordiaux à vraiment connaître. Le premier bouton, l'éclair, le en ligne, hors ligne. Ce bouton vous permet de mettre votre serveur en ligne ou de le mettre hors ligne.
Le deuxième bouton, le cadenas, c'est que le cadenas, ça permet de bloquer ou débloquer le serveur. Même si le serveur est en ligne, je peux le bloquer, empêcher toute nouvelle commande d'entrer. Vous avez l'engrenage qui est vos paramètres. C'est là qu'on va paramétrer les différents ports sur lesquels que nous allons écouter. Nous allons paramétrer nos certificats. Nous allons y paramétrer les ports de sécurité. Et là-dessus, nous allons y revenir de plus proche en mode pratique. Restons dans la théorie pour l'instant. Et pour ceux qui m'ont suivi dans ma vidéo sur le ADGLP, ils reconnaîtront les différents icônes d'utilisateurs et de groupes. Là-dessus, nous reprenons le principe du ADGLP, dans le sens que je peux donner le droit à un utilisateur d'avoir accès à un tel répertoire, mais s'il fait partie de tel groupe, il peut aussi avoir les privilèges du groupe, accéder à d'autres répertoires. Par la suite, l'interrogation qui est le about. Et le dernier qui est pour savoir lorsque vous voulez, lors de l'affichage, lister les résultats par adresse IP en ordre alphabétique, descendant, croissant et ainsi de suite. Maintenant, lorsque l'on clique sur le bouton de déclare du menu en ligne hors ligne, on va vous demander Do you really want to take the server offline? Concernant le menu bloqué débloqué, Do you really want to lock the server? No new connection will be accepted while locked, qui signifie que désirez-vous vraiment lock le serveur? Si oui, aucune nouvelle connexion ne sera permise durant ce temps-ci. Maintenant, l'engrenage, le menu des paramètres, où ce que l'on va y revenir tantôt de plus proche en mode pratique. Donc, vous pouvez voir que dans le menu général des settings, j'ai la possibilité de mettre un welcome message. Lorsque dans l'interface de FileZilla, côté client, lorsqu'il se connecte à mon serveur, il peut avoir un message d'accueil lui disant bonjour, bienvenue, pour qu'il sache que la connexion s'est bien passée. Par la suite, nous pouvons toujours dire les ports de communication à laquelle nous communiquons, ou même changer le port de communication pour un autre port de communication sur le d'écoute. Par la suite, concernant la sécurité, les settings et la vitesse de téléchargeage, et nous allons voir ça en pratique dans quelques instants. Maintenant, concernant le menu utilisateur. Donc, pour le menu utilisateur, vous voyez, vous avez la possibilité de créer un utilisateur, de l'effacer, de le renommer ou même de le recopier. Et vous pouvez accorder soit qui se connecte avec l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe. Et vous pouvez même dire qu'il fait partie aussi de tel groupe. Donc, ce que ça signifie, c'est que les différents folders à laquelle il a le droit en tant qu'utilisateur, on peut lui ajouter d'autres dossiers en faisant partie d'un autre groupe. Ce qu'on va voir un peu plus loin. Dans le cas ici, moi j'ai créé pour le menu groupe un groupe qui s'appelle Emeka. À ce groupe-ci, j'accorde certains fichiers que je souhaite partager avec le monde de mon groupe. Donc, en tant qu'utilisateur, tu vas avoir le droit à des fichiers en particulier, mais aussi en tant que membre du groupe, tu auras droit à les fichiers que tout le groupe a besoin ou ont accès. Maintenant, je vous avais dit que votre serveur, oui, est opérationnel à 100%, mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est que oui, votre serveur est opérationnel à 100%, mais uniquement à l'interne. Ça veut dire dans votre réseau local. Si vous voulez y accéder depuis un réseau X,
vers votre réseau local, il sera pas possible. Pourquoi? Parce que dans le cas de certains fournisseurs FAI, l'adresse IP est appelée à changer régulièrement. Donc, si votre adresse IP change régulièrement, vous êtes pris pour passer par l'intermédiaire d'un autre fournisseur qui va devoir gérer cela pour vous. Mais si votre adresse de IP est statique avec votre fournisseur, parfait, le tour est joué. Vous n'avez pas besoin de passer à travers un OIP. Vous avez juste besoin d'enregistrer un nom de domaine auprès d'un fournisseur qui vend des noms de domaine et comme GoDaddy et d'en acheter un et de le faire pointer vers votre serveur FTP. Mais dans le cas, moi présent, mon fournisseur me donne un adresse IP dynamique. Donc, mon adresse IP est appelée à changer à combien de temps, je ne le sais pas. À quelle fréquence, je ne le sais pas. Pour quel numéro qui va être le suivant, je ne le sais pas. Donc, dans mon cas à moi, il est préférable de faire affaire avec NoIP, de créer un hostname qui s'appelle sageamadeus.ddns.net. Et à partir de là, si mon adresse IP de mon routeur change, NoIP sera avisé. Donc, à partir de l'externe, depuis que je tente de me connecter à Sage Amadeus, peu importe quelle est mon adresse IP à la maison, NoIP sera avisé. Donc, il va me rerouter vers ma bonne machine. Car si je m'amuse à me promener avec un carnet de téléphone à écrire les adresses IP de ma machine, je risque de ne jamais en finir car l'adresse IP peut changer à tout moment. Donc, je peux le noter l'adresse IP le matin et arriver le soir à l'extérieur, avoir besoin de ma machine et boum, ma machine ne répond plus. Pourquoi? L'adresse IP a changé. Mais grâce avec NoIP, peu importe si mon adresse IP change, est volatile, je me crée, comme on pourrait dire, un adresse IP, un hostname statique, que lui sera toujours relié à mon adresse IP dynamique. Donc, créez-vous un compte tout d'abord avec NoIP. Par la suite, faites un dynamique DNS, créez-vous un nouveau hostname. Une fois que ce hostname a été créé, que faisons-nous avec? Oui, on l'a. On sait que mon adresse, mon domaine name est rendu le sageamadeusdns.net, mais comment le dire à mon routeur? Comment configurer mon routeur? Parce que tout part de mon fournisseur Internet. Mon fournisseur Internet me donne une adresse IP. Si l'adresse IP change ou quoi que ce soit, mon routeur va aviser NoIP que mon adresse IP interne a changé. Donc, NoIP va updater leur base de données, qui signifie que toute personne tentant de joindre le domaine name, celui-ci, va être redirigé vers la bonne adresse IP interne de mon routeur pour accéder à mon serveur FTP. Donc, dans la section, moi, je fais affaire avec un TP-Link. Dans la section de mon TP-Link, dans la section Advanced, onglet dynamique de DNS, je lui dis que je fais affaire avec un service provider de NoIP. Je lui donne mon username que j'ai créé avec NoIP, de plus mon password et le nom du domaine et de faire un update à l'intervalle de chaque 1 heure. Je peux dire faire un update à toutes les 24 heures si je le souhaite, mais j'ai dit à toutes les 1 heure. Vérifie si mon adresse IP a changé. Si c'est oui, update le NoIP. Par la suite, maintenant, c'est bien beau que maintenant j'ai une adresse de communication, mais ça reste que FileZilla client va toujours chercher à communiquer sur le port 21 avec votre serveur. Mais là, on a un petit problème. Votre routeur va bloquer toute communication entrant sur le port 21. Il va les bloquer. Que vous le vouliez ou non, il va les bloquer.
Donc, vous devez les débloquer. Vous devez dire à votre routeur que je souhaite débloquer en mode UDP, qui est le mode No Acknowledgement, et le mode TCP, qui est le mode Acknowledgement, que sur le port 21, je souhaite débloquer le UDP et le TCP. Donc, toute communication entrante vers moi sur le port 21 devra être acceptée et devra être redirigée vers une adresse IP qui est celui de ma machine où se trouve mon serveur. La même chose pour le port 22 et la même chose que je fais pour le port 990. Que les deux, je redirige vers mon adresse IP à la maison. Pour les besoins de la cour, j'ai dû cacher mes adresses IP internes. Donc, toute communication se faisant du monde extérieur vers mon adresse de domaine sur le port 21 sera redirigée sur mon ordinateur interne à telle adresse. Et ce n'est pas tout. Maintenant, on a débloqué le routeur. Mais là, il s'agit de notre ordinateur. Lui aussi va refuser toute communication. Parce que là, nous partons du monde extérieur. Je suis sur les plaines d'Abraham, en train de prendre une petite bière tranquille. Je veux downloader un fichier, un document important pour un client. Donc, je m'adresse avec mon nom de domaine sur mon client FTP. Je rentre le nom de domaine. Je rentre mon identifiant. Je rentre mon mot de passe. Ceci est redirigé vers nos IP qui va dire, ah, voici l'adresse IP de la machine, du routeur. La communication est redirigée au routeur sur les ports 20 et 21. Donc, la communication rentre, boum, il est bloqué sur le routeur. Le routeur a été débloqué. Le routeur dit, OK, toute communication allant sur ces ports-là, je les accepte, je les redirige maintenant à l'ordinateur présent, qui est sur telle adresse. Maintenant, l'ordinateur, lui, reçoit des communications sur ce port-là. Il va dire, hey, t'es qui, toi, mon ami, le routeur? Je te connais pas. Je n'accepte pas aucune communication entrante en provenance de quiconque sur le port 21 et sur le port 990. Donc, sur l'ordinateur du pare-feu de Windows Defender, on va devoir lui donner des règles. Il dire que le port 21, que ce soit en mode UDP ou TCP, peu importe le protocole utilisé, que toute communication est dorénavant acceptée. De plus, toute communication entrant sur le port 990, que ce soit en mode UDP ou TCP, est acceptée. Maintenant, là, toute communication en provenance du monde extérieur va dire au routeur, ah, tu communiques sur le port 21 ou 990, bienvenue, bonjour, entrez, redirigez-vous vers tel ordinateur à telle adresse IP. Arrivé à l'adresse IP de l'ordinateur, ils vont dire, ah, communication sur le port 20, 21, 990, parfait, accepté, entrez, allez voir le serveur FTP. Et la même chose pour les ports sortants, parce qu'il va falloir que je ressors vers mon client. Donc, toute communication ressortant du port 21 et du port 990, que ce soit en TCP ou en UDP, sera aussi acceptée vers l'extérieur, en in et en out. Voici à quoi ça ressemble le tout. D'un côté à gauche, ici, vous voyez le FileZilla Server, qui est mon serveur. À droite, vous voyez le FileZilla côté client. En dessous, vous voyez mon dossier personnel, où ce que j'ai créé les différents fichiers et où ce que j'ai mis les différents documents, que ce soit des logiciels, que ce soit des films, que ce soit des PDF, tout ce que je souhaite partager de mon serveur vers mes utilisateurs. Donc, l'utilisateur en question va tout simplement dire, voici le nom du domaine, l'autre, qui est mon serveur.
Il va donner l'identifiant et le mot de passe que je vais avoir créé sur l'interface usager. Une fois que c'est fait, il va dire sur quel port qu'il souhaite communiquer. Par défaut, ce sera toujours le port 21, mais si je décide de changer la communication et le faire sur le port 30, il va devoir indiquer que c'est le port 30 de communication. Et après ça, faire connect. Une fois connecté, voici les différents fichiers que je partage et qu'il peut voir. Donc, on va voir le tout en mode pratique dans quelques instants. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et suivi ma tutoriel. Maintenant, allons en pratique. Donc, pour la pratique, de ce côté-ci, vous voyez le serveur. Lorsque vous démarrez votre serveur, il ne vous demandera pas de mot de passe au début la première fois. Je vous invite à créer un mot de passe. L'host sera toujours le localhost, étant donné qu'il est installé sur votre ordinateur local, et le port de communication à laquelle l'interface administrateur écoute. Donc, par la suite, on fait connect. La première chose à faire, c'est toujours d'aller dans les paramètres de c'était nos différents paramètres. Donc, le port de communication sur lequel on écoute est le port 21. Je peux dire le max user que je souhaite, mais par défaut, pour le unlimited user, on dit 0. Le nombre de threads que je souhaite créer. The value should be multiplied by the number of processors. C'est-à-dire, la valeur que je mets doit être multipliée par la valeur du nombre de processeurs que j'ai. Donc, présentement, moi, je vais en mettre 4 pour l'instant. Je vais pas créer beaucoup de threads. J'ai pas beaucoup de personnes qui vont s'y connecter, même si je sais que j'ai plusieurs processeurs. Donc, je tiens ça à garder très low profile pour le moment. Donc, par la suite, le timeout s'éteint, que après 120 secondes, que la connexion sera terminée si il n'y a plus de demande de transfert. Le message d'accueil. Vous voyez, lorsque vous vous connectez à partir d'un client, je vais vous le montrer tantôt lorsque le client va partir. Vous allez voir le message d'accueil qui sera présenté. Donc, moi, le message d'accueil, pour m'assurer que vous êtes bien connecté sur mon serveur, je vous dis Welcome to Sage Amadeus FTP. Par la suite, la section IP binding. Donc, IP binding following the IP address. Donc, ici, on n'a pas vraiment rien à y configurer. Non plus dans la section des filtres. Vous pouvez mettre les IP address are not allowed. Ici, c'est la liste des adresses des IP qui ne sont pas allouées à se connecter sur votre serveur. Si vous avez une liste d'IP que vous ne souhaitez pas que ces IP-là se connectent à votre serveur, comme on dit la blacklist et la whitelist, c'est ici que vous allez les configurer. Maintenant, concernant le passive mode. Donc, le passive mode, on n'a rien à changer pour les paramètres du passive mode. Nous allons garder les paramètres de base que Fazilla Server nous a donné par défaut. Donc, le Use Common Port Range entre le port 2000 allant à 2050. Le IPv4, on va garder ça à default et ainsi de suite. Par la suite, le Security Setting, le Protection Level. On va garder le sécurité par défaut que le système a configuré, qui est le Require Match Peer IP Address of Control and Data Connection, le default. Pour les miscellaneous, ici aussi, on n'a pas rien à y changer. Nous gardons les valeurs de base par défaut. Donc, avant tout, la section où ce que nous allons vraiment
faire de quoi? C'est avant tout la section FTP over TLS. C'est ici que vous voyez les fichiers de certificats que on a créés la première fois. Boom, et voici mes différents certificats. Plutôt ces deux-là. C'est ici que le système va vous demander, OK, votre private key, il est où? Vous voyez, ma private key, le voici. Et maintenant, mon certificate file, il est où? Voici mon certificate file. C'est celui-ci. Donc, vous allez lui donner le chemin. Par la suite, il va vous demander, OK, c'est quoi le mot de passe qui a été créé pour créer ces fichiers? Comme je vous l'avais dit, quand vous êtes sur le l'invité de commande, il va vous demander de créer, d'encrypter vos fichiers avec un mot de passe. Donc, c'est le même mot de passe que vous allez utiliser. Si vous souhaitez, vous pouvez toujours créer vous-même un nouveau certificat avec l'outil Generate New Certificate et qui est la même chose que cet invite de commande que je vous parlais, où ce qu'on va vous demander le country code, CA, la province de Québec. On dit que le mode de sécurité que je vous parlais, le RSA qui était de 2048. On dit que la localité dans les questions qu'on vous posait, que c'était Montréal. L'organisation, dans mon cas à moi, c'était pour la compagnie Sagionet, qui est en Haïti, et l'adresse courriel de l'administrateur et l'adresse du FTP. Et par la suite, où souhaitez-vous sauvegarder le tout? Donc, lorsque vous sauvegardez le tout, voici le fichier que lui va vous créer. Ce fichier-ci. Avec un... ouais, c'est ce fichier-ci qui va vous créer. Donc, c'est lui qui va utiliser et il va remplir pour vous les différents paramètres que vous avez besoin. Qui sera à la fois le private et le certificat sera dans le même dossier. Donc, si vous souhaitez pas ne pas passer par l'invite de commande et télécharger le OpenSSL, le fichier bin de binary, voici la deuxième façon plus facile pour le créer. Ça fait une fois que vous avez setup vos certificats, que vous avez mis le port pour le 990, hein? Vous faites OK. Donc, le tout est en fonction. Bon, par la suite, c'est vrai. On a toujours besoin de créer un utilisateur. Donc, on va se créer un nouvel utilisateur. L'utilisateur va s'appeler Toto. OK. Toto ne fait pas partie d'aucun groupe, je lui donne rien. Parce qu'il est Toto. Mon Toto, je vais lui donner un mot de passe. Parfait. Le mot de passe a été créé. Maintenant, où se trouvent les fichiers que je souhaite partager avec Toto? Vous vous souvenez que moi, je partage ces fichiers-là avec les différents utilisateurs. Dans mes FTP Share, j'ai différents logiciels, 7-zip, FreeCam, FTP, j'ai des ISO, j'ai d'autres programmes logiciels que je partage avec du monde, plus pour quand on s'ennuie trop, des films que je partage que j'ai bien aimés. Par la suite, pour les longues nuits, de la lecture, de la Bible, de la lecture que sur la programmation, sur le réseau, les couches OSI et les design patterns de Java. Donc, on va y sélectionner le répertoire que l'on souhaite partager. Donc, sur mon disque dur externe, serveur externe FTP, je dis que je veux partager le fichier de share, mon FTP
Share. À l'intérieur, il va trouver des logiciels, des movies et mes PDF. On fait OK. On set ça comme Home Directory par défaut. Maintenant, les droits qu'on donne à l'utilisateur pour les fichiers. Comme vous connaissez la méthode ADGLP, le moins qu'on donne, le mieux que c'est. Trop donner n'est pas bon. Car si vous donnez trop, un gros pouvoir peut amener vers une destruction massive de ce que vous ne souhaitez pas. De vos documents accidentellement. Oups, j'appuie sur la mauvaise touche. Tous les documents de votre serveur ont été effacés. Vous n'avez pas de backup. Vous avez tout perdu. Donc, vaut mieux ne pas trop en donner. Rester au strict minimum, ce qui vous sauvera la vie. Donc, je donne uniquement le droit en lecture, même pas droit en écriture, aucun droit de déliter des fichiers. Par rapport au file, maintenant par rapport au directory, je donne même pas le droit de créer un nouveau directory, je donne même pas le droit de déliter un directory, je donne juste le droit de pouvoir voir les différents répertoires qui y sont. Maintenant, concernant la vitesse de téléchargement, d'upload et download, vous pouvez les contrôler, le download ici et le upload. Pour l'instant, j'ai laissé par défaut, le système va calculer la vitesse de téléchargement en download et en upload. Par la suite, je peux aussi filtrer les adresses IP à laquelle je ne souhaite pas qui se connectent à mon serveur. Une fois que le tout est fait, on clique sur OK. Mon client est prêt, mon serveur est prêt plutôt. Maintenant, mon client arrive de chez eux, il se dit, ah, je vais aller télécharger 2-3 logiciels. Donc, se connecte au serveur FTP. Rentre son username, son password, et j'avais dit que par défaut, c'est toujours le port 21 qui sera utilisé. Connexion rapide. Vous voyez, le certificat que j'ai créé apparaît automatiquement. Et voici les différents fichiers à laquelle l'utilisateur a le droit. Et de plus, de l'autre côté, vous voyez sur le serveur, je vois ce que le client fait. Comme il se promène dans la section logiciel, présentement, il va aller voir les WinZip. Je vais même aller déposer ce document-là sur mon bureau pour le fun. Là, je vais prendre ceci. On va déposer sur mon bureau. Vous voyez, le téléchargement se fait et j'ai pu voir le transfert. Donc, si je regarde sur mon bureau de mon ordinateur, je devrais voir 7-Zip. Et voici 7-Zip sur mon ordinateur que j'ai téléchargé. Donc, c'était une autre présentation sur le protocole FTP, le FileZilla Server et FileZilla Client. Donc, merci d'avoir suivi une autre tuto avec Sonny Amadeus. Bonne journée à vous et merci pour tout. Au revoir.